Bonjour chers internautes, bienvenue à Sénéweb. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui n'est pas des moindres. Il s'agit de Monsieur Cellou Dalein Diallo. Il est le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée et par ailleurs, il est le chef de file de l'opposition guinéenne. Aujourd'hui, c'est lui notre invité. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue à Sénéweb. Merci. C'est un honneur pour vous de vous avoir aujourd'hui comme invité. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vos téléspectateurs ou Internaute. aux internautes, ceux qui visitent votre site. Et il semble qu'ils soient nombreux au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Effectivement. Et au-delà même. C'est ça. Et comment trouvez-vous le Sénégal? Comment trouvez-vous notre pays? C'est le pays de la Teranga. Voilà, l'hospitalité chaleureuse des Sénégalais qui est reconnue mondialement. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé le pays de la Teranga. Et c'est accepté par le monde entier. Alors, l'actualité en Guinée actuellement, c'est le rejet du référendum pour modifier la constitution qui permettrait au président de briguer un troisième mandat. Et des manifestations ont lieu depuis lors à Conakry et un peu partout en Guinée. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de ces manifestations? Il y a les deux tableaux. Il y a le sombre tableau du bilan macabre, puisqu'on est à 19 morts, des jeunes gens tués par balle par les forces de défense et de sécurité. Ces agents qui sont recrutés, formés, équipés par l'argent du contribuable pour assurer la sécurité des Guinéens et qui ont abattu à bout portant 19 citoyens. Ça, c'est le bilan macabre et regrettable, et surtout que l'on sait, par tradition, que M. Alpha Condé ne voudra jamais qu'une commission d'enquête soit mise en place pour identifier les auteurs de ces crimes afin de les déférer conformément à la loi devant les tribunaux. Et c'est ça l'autre drame. Maintenant, il y a le côté plutôt positif pour les membres du Front National pour la défense de la Constitution. C'est la réaction de la population. Les Guinéens se sont massivement mobilisés pour répondre au mot d'ordre de manifestation lancé par le Front. Et ça fait plaisir de constater que les Guinéens ne veulent pas du tout de ce changement de constitution qui n'est ni légal ni opportun et qui ne se justifie pas aux yeux des Guinéens, sauf par le fait que M. Alpha Condé tient à s'octroyer une présidence à vie. Vous savez, la première manifestation qui a été interdite, ça s'est traduite par 11 morts sur le côté noir de ce tableau. Mais les jeunes se sont battus pour exercer ce droit constitutionnel de manifester dans les rues et sur les places publiques. Et la deuxième manifestation, sous l'effet de la condamnation par la communauté internationale de ces violations récurrentes des droits de l'homme, M. Alpha Condé a autorisé la manifestation. Près de 1,5 million de Guinéens étaient dans les rues pour encourager les marcheurs au bord de la route ou pour marcher une dizaine de kilomètres. Et la deuxième manifestation, près de 2 millions de personnes sont sorties pour exprimer leur opposition à ce projet de changement de constitution, qui intervient, rappelons-le, à la fin du mandat, du deuxième et dernier mandat du président de la République, qui a âgé de 82 ans et qui veut malgré tout s'octroyer une présidence à vie. Et donc, je ne reviens pas sur le caractère illégal de ce changement de constitution. Je vous ai dit, le seul objectif de ce changement de constitution, c'est effectivement lui permettre de rester au pouvoir durant toute sa vie. Alors, que ce soit en Guinée, que ce soit ailleurs en Afrique, on remarque souvent que les présidents ont tendance à vouloir aller au-delà de leur mandat. Qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? Et puis c'est le goût immodéré, c'est le goût du pouvoir. C'est-à-dire que M. Alpha Condé a passé toute sa vie à se battre pour la démocratie et les droits humains, pensait-on. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, on a vu que son seul souci, c'est d'assouvir cette soif de pouvoir. Et nous pensions que les 2 mandats auraient largement suffi, puisqu'il est arrivé au pouvoir à 74 ans. Et aujourd'hui, il doit avoir 82 ans, enfin en 2020, et qu'il n'aurait pas besoin d'aller au-delà. Il aurait organisé des élections libres et transparentes pour permettre au peuple de Guinée de choisir librement son président. Malheureusement, il ne veut pas quitter, et il affirme haut et fort qu'en quittant, qu'il ne laisserait pas les anciens premiers ministres lui succéder, parce qu'à ses yeux, ce sont des bandits.
Donc, ça signifie que c'est lui qui va décider, ce n'est pas le peuple. Or, la démocratie veut qu'on organise des élections libres et transparentes et que les Guinéens puissent choisir librement leurs dirigeants, aussi bien le président que les députés et les dirigeants des collectivités également. Malheureusement, lui, c'est à lui de décider qui va diriger le pays après lui, et il affirme haut et fort, je ne laisserai pas tel diriger, je ne laisserai pas tel diriger, je laisserai le pays dans des mains propres, soi-disant propres, mais la propriété dont il parle, c'est lui qui doit l'apprécier, savoir qui a les mains propres ou qui ne les a pas, ce n'est pas le peuple. D'accord. Alors, vous réclamez la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur ce que vous appelez les exactions durant ces manifestations. Aujourd'hui, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Écoutez, d'abord, pourquoi on fait appel à la communauté internationale? Si les juridictions nationales avaient joué leur rôle pour, après chaque crime, diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des crimes et les déférer devant la loi conformément aux lois de la République, il n'y aurait pas de problème. Puisque au regard de la loi, c'est aux juridictions nationales de faire ce travail. Mais Alpha a bloqué systématiquement. Nous sommes à 122 morts tués à bout portant lors des manifestations politiques ou syndicales. Et M. Alpha Condé n'a jamais accepté qu'une commission d'enquête soit mise en place ou qu'une enquête quelconque soit menée pour identifier les auteurs. Pourquoi? Bien parce qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on lui mette sur le dos les policiers et les gendarmes qui l'aident à conserver son pouvoir. Donc voilà, son choix est clair. L'impunité totale à ce qui tue ses opposants parce qu'il considère que ses opposants ne sont pas des citoyens. Et en plus, puisqu'il ne veut pas avoir en face les gendarmes et les policiers qui tuent pour ne pas que ceux-ci se fâchent et puis déstabilisent son régime. Alors, nous restons toujours avec la communauté internationale qui encourage également toutes les parties à privilégier le dialogue. Vous en pensez quoi? Oui, donc nous avons, face à cette défaillance des juridictions nationales, demandé la mise en place d'une commission internationale lorsqu'il y a quand même 120 citoyens. Au stade du 28 septembre 2009, c'est 155. Et là, les Nations Unies ont envoyé une mission d'enquête qui ont fait toutes les enquêtes préliminaires, qui ont identifié les présumés responsables. Et là, il y a un rapport. Mais pour ce qui est des 120 qui ont été tués sous le règne d'Alpha Condé, il n'y a aucune enquête. Donc, nous avons demandé que la communauté internationale, comme elle l'avait fait en 2009, nous envoie une commission d'enquête pour identifier, situer les responsabilités dans ces crimes commis lors de l'exercice par les citoyens de leur droit de manifester dans les rues sur les places publiques. Maintenant, la communauté internationale, bon, nous avons noté qu'il y a eu des condamnations de l'usage disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Je pense que l'Union africaine, la CEDEAO ont diffusé des communiqués, mais il faut qu'ils essayent de prendre d'autres dispositions pour préserver les acquis démocratiques en Guinée, pour que M. Alpha Condé ne les mette pas en cause, et pour satisfaire, pour assouvir son besoin de pouvoir. Et il y a des démarches qui auraient dû être menées, il y a peut-être des déclarations un peu plus fortes qu'on attendait de cette communauté internationale. Les Américains ont fait une déclaration claire pour dire à M. Alpha Condé de s'atteler à la lutte contre la corruption et de respecter la Constitution. On attendait ça aussi bien de la France que de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais on ne les entend pas. En tout cas, il n'y a pas de prise de position publique, même si en privé, tout le monde dit qu'on n'est pas d'accord avec lui. D'accord, donc vous jugez qu'ils restent observateurs, simples observateurs par rapport à ce qui se passe en Guinée? Oui, il y a un risque énorme, hein. C'est la remise en cause d'abord des acquis démocratiques, bien entendu, mais il y a aussi la remise en cause de la paix, de la stabilité de la Guinée, donc de la sous-région. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Lorsqu'il y a eu cette démonstration de force contre le troisième mandat, contre le référendum, il y a eu autant de morts, la communauté internationale devrait s'impliquer davantage pour prévenir justement des violences qui peuvent déboucher sur la guerre civile ou qui pourraient déstabiliser le pays. Et avez-vous l'impression aujourd'hui que le pouvoir pourrait reculer, d'autant plus que ses partisans ont aussi manifesté? Oui, reculer, il s'agit de défendre le droit, défendre la Constitution, défendre les acquis démocratiques, défendre les droits humains.
Il n'y a pas de recul. Je pense que si le pouvoir accepte de respecter la Constitution, accepte d'assurer la protection des droits humains et assure de respecter les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie, le pouvoir ne recule pas. Le pouvoir aurait avancé. Mais actuellement, le pouvoir fait reculer ces valeurs en adoptant une attitude qui ne vise qu'à préserver leurs intérêts et leurs besoins, de se maintenir en violation flagrante des dispositions de l'actuelle Constitution et des autres lois de la République, de se maintenir au pouvoir. Alors c'est vrai, vous n'êtes pas d'accord avec le changement de cette Constitution. Pourquoi refusez-vous d'aller au référendum justement pour faire savoir ce non? Oui, très bien, une pertinente question, mais parce que cette Constitution n'a pas prévu d'être abrogée dans un contexte de continuité du fonctionnement des institutions. Ce n'est pas prévu. Aujourd'hui, le président est élu sur cette Constitution, il a juré sur cette Constitution, toutes les institutions sur place, on peut l'amender. On peut réviser certaines dispositions, les renforcer si on veut, mais on n'est pas prévu qu'on la jette à la poubelle et qu'on adopte une constitution. Donc c'est illégal et on ne voit pas la nécessité au moment où le président finit son deuxième et dernier mandat. Il n'a qu'à laisser à ses successeurs le soin de faire l'analyse critique de cette constitution et s'il y a lieu de modifier les dispositions qui ne paraissent plus être conformes aux besoins actuels de la société guinéenne ou de son évolution vers plus de démocratie et plus d'état de droit. Donc, le changement de constitution est illégal et il est aussi inopportun. D'accord. Alors, vous réclamez également la démission du président de la commission électorale guinéenne. Oui, il y a eu des attitudes et des actes qu'il a adoptés ou qu'il a posés qui sont contraires au serment qu'il a prêté. M. Alpha Condé lui dit « je veux les élections avant la fin de l'année ». Il lui dit ça en mi-septembre. Il se trouve que le même président de la CENI était sorti dire dans les médias qu'il lui fallait 235 jours pour préparer et organiser le scrutin. Alors, M. Alpha Condé a dit non, il faut le faire dans 100 jours. C'était impossible. Il n'était pas à sa première élection, il a une certaine expérience, mais pour obéir à l'injonction de Alpha Condé, il a décidé de fixer la date des élections, le 28. Si, sur un plan strictement technique, alors qu'il avait des arguments pertinents pour s'opposer aux instructions de Alpha, il n'a pas pu s'y opposer. Est-ce que le jour où Alpha Condé lui dira il faut prononcer tel et tel résultat, il ne le ferait pas? Donc là, il a violé son serment, il a violé les règles de fonctionnement de la CENI. Il ne peut pas obéir au président de la République parce que simplement celui-ci voulait que les élections aient à une telle date alors que pratiquement c'était impossible. Et plus tard, il était obligé de constater qu'il ne peut pas tenir les élections à la date indiquée, mais auparavant, il avait obéi. Donc on ne veut pas quelqu'un qui obéit, on veut que quelqu'un qui refuse justement toute inféodation au parti au pouvoir ou à l'opposition, quelqu'un qui va garder l'indépendance de la CENI. Lui, ce n'est plus le cas. D'accord. Alors, les élections législatives auront lieu le 16 février 2020. Que pensez-vous de cette nouvelle date? Écoutez, lorsque nous avons organisé les premières manifestations, M. Alpha Condé a fait diffuser un communiqué disant qu'il fallait qu'on retourne au dialogue pour nous mettre d'accord sur un calendrier et une date consensuelle. Cet exercice n'est pas fait. Il a appelé les électeurs, il a fixé une date par décret, alors qu'on n'a pas pu s'assurer de la faisabilité du nouveau chronogramme. L'ancien, tout le monde a fini par se mettre d'accord qu'il n'était pas tenable. Mais est-ce que le nouveau est tenable? On devrait aller au comité de suivi, et la CENI explique pourquoi cette nouvelle date, et on va s'assurer que toutes les actions à mener pour l'organisation du scrutin à cette date devaient pouvoir mener dans les délais suffisants conformément au code électoral. Mais cet exercice n'a pas eu lieu. M. Alpha Condé a décrété que c'est le 16. C'était contraire à l'esprit de la circulaire qu'il avait fait diffuser pour demander à ce qu'il y ait un calendrier, un chronogramme consensuel et une date consensuelle pour l'organisation des élections. Mais nous sommes prêts à examiner la faisabilité de ce chronogramme dans un cadre peut-être de dialogue au comité de suivi et sous réserve que nos camarades qui ont été kidnappés, jugés et condamnés du FNDC soient libérés. D'accord, donc cette date n'a pas été choisie de manière consensuelle. Pourtant, l'information qui court, c'est que toutes les commissions ont été d'accord à l'unanimité par rapport au choix de la date du 16 février.
Non, non, cette date, ce chronogramme n'a pas été soumis aux partis politiques dans aucun cadre de dialogue. On a écouté tout le monde à la radio que c'est le 16 février parce qu'un décret a fixé la date du 16 février comme date d'organisation du scrutin. Mais ça n'a pas été soumis aux partis politiques pour qu'on examine la faisabilité. Parce qu'il y a un point important dans le chronogramme, c'est la durée de la révision. Nous avons une révision exceptionnelle, d'abord par son caractère légal, mais aussi par l'ampleur. N'oubliez pas qu'on a eu un audit du fichier électoral qui a mis en évidence beaucoup d'irrégularités et de faiblesses de notre fichier. Pour corriger ces anomalies et ces irrégularités, la commission d'enquête a fait des recommandations pertinentes, notamment que tous les électeurs repassent pour s'assurer qu'ils ne sont pas en doublon, oui, qu'ils sont bien recensés. Parce que je rappelle que les conclusions de l'audit indiquent que 3 100 000 électeurs n'ont pas été soumis à l'épreuve de dédoublonnage. Donc on ne sait pas s'ils sont 2 fois, 3 fois ou 5 fois dans le fichier. Il faut qu'on puisse vérifier ça. Il y a 1 652 000 électeurs qui n'ont pas de données biométriques et qui sont aussi dans ce fichier et qui ont voté en 2015. Parce que pour préparer sa réélection en 2015, M. Alpha Condé a fait élaborer un fichier sur mesure où on avait fait sauter le système AFIS qui permet d'identifier les doublons et de les éliminer. Donc ils ont pu bourrer ce fichier. Il a fallu cet audit-là pour justement repérer l'ensemble de ces faiblesses et les noter dans le rapport que ce comité d'audit a publié. Donc nous voulons qu'il y ait suffisamment de temps permettant aux 6 400 000 électeurs potentiels de revenir devant la machine pour s'enregistrer correctement et être soumis à l'épreuve de dédoublonnage pour qu'on regarde s'ils ne sont pas déjà enregistrés. Parce qu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de doublons dès lors que ceux qui s'enregistraient n'étaient pas soumis à l'épreuve du dédoublonnage parce qu'il y a des techniques qui permettent d'identifier les doublons et de les éliminer grâce justement à des techniques de plus en plus modernes. D'accord. Et aujourd'hui, n'avez-vous pas peur pour votre sécurité? Parce que votre garde du corps a été touché. Il a dit que la personne qui était visée, en réalité, c'était vous. Oui, mais écoutez, ce n'était pas la première fois. On a visé ma voiture, vous vous souvenez, déjà en octobre 2018. On a visé directement. Il y a les films qui existent. C'est le dossier à la justice. Jusqu'à présent, le dossier n'a pas avancé au niveau de la justice. On a voulu attenter à ma vie. C'était aussi la deuxième fois. On a tiré dans le cortège, on a tiré sur ma voiture, mon garde-corps a été atteint. Je ne me sens pas en sécurité, mais ça fait partie des risques du métier. J'ai choisi de me mettre à la disposition de mon pays pour me battre pour l'instauration d'une démocratie apaisée, d'un état de droit et pour que dans ce pays, la protection des droits humains soit assurée. Donc, ça fait partie des risques du métier. Je suis croyant, je sais que la vie appartient à Dieu. D'accord. Et aux élections présidentielles passées, n'avez-vous pas accepté de manière peut-être précipitée la victoire de M. Condé? Vous parlez de 2010? Oui. Pas précipité. Alors, lorsque, naturellement, j'ai réalisé 44% des suffrages valablement exprimés, alors que M. Alpha Condé n'avait que 18%, et j'ai reçu le soutien du faiseur de roi, en l'occurrence Sidia Touré, qui avait 14% dans les résultats officiels, et M. Abessila, qui avait 4%, ma victoire était annoncée. Naturellement, on ne pouvait pas m'empêcher de gagner. Et donc, j'ai gagné. Mais sous l'effet de plusieurs pressions extérieures, on a déclaré que M. Alpha Condé a gagné. Il n'a pas été difficile pour moi de réunir des preuves irréfutables qu'il y avait eu la fraude. J'ai transporté ces preuves donc à la Cour suprême, qui était chargée de statuer sur le contentieux électoral. Et la Cour suprême voulait annuler les élections à raison des fraudes massives. Mais sous la pression de l'armée et du gouvernement de transition, elle a renoncé. Donc, elle a validé les résultats provisoires, donnant 52% à Alpha Condé et 48% à moi. Et donc, la Cour suprême n'ayant pas accepté de regarder mes réclamations, et a validé donc les résultats provisoires prononcés par la CENI. Bon, j'avais le choix je n'ai pas reconnu les résultats parce qu'ils n'étaient pas fondés, mais je n'avais plus de recours que la rue. Alors la rue,
était porteuse de violence, qui aurait pu déboucher sur la guerre civile. Je ne voulais pas ça pour mon peuple. J'ai opté pour la paix. Et donc, je me suis en quelque sorte incliné sans reconnaître les résultats. D'accord. Alors, en 2010, vous n'étiez pas pour les manifestations, pour le fait que la population aille vers la rue, mais aujourd'hui, on dirait que la donne a changé. Oui, là, on se bat contre le changement de constitution. Et la population est beaucoup plus déterminée aujourd'hui. Elle a testé M. Alpha Condé, elle ne lui a pas donné, mais il s'est emparé du premier et du deuxième mandat dans des conditions assez conflictuelles, assez, je vais dire, ce n'était pas la vérité des urnes, mais bon, en raison de la fraude massive qui a entaché ces élections, il s'est emparé du pouvoir, mais sa gestion n'a pas donné de résultats satisfaisants. Les contrats, les annonces n'ont pas été respectées, la population souffre malgré le boom minier que la Guinée a resté, la pauvreté s'est aggravée, le sous-emploi également. Aujourd'hui, la Guinée est le premier pays demandeur d'asile politique en France, de l'Afrique au sud du Sahara. Et parce que les jeunes n'ont pas de perspective, il n'y a pas d'emploi, et il y a une pauvreté insoutenable dans le pays, et les gens ne veulent plus de ce régime. Et c'est pourquoi ils se mobilisent tant pour dire non, pas de troisième mandat. D'accord. Et que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes le candidat de l'Occident? Écoutez, je ne suis pas le candidat de l'Occident, je suis le candidat du peuple de Guinée. Et aujourd'hui, lorsque j'appelle à manifester, lorsque mon poids électoral, c'est la confiance des Guinéens. J'ai une crédibilité suffisante, je bénéficie heureusement de la confiance des Guinéens. Les Guinéens m'ont vu exercer des responsabilités avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de détermination dans la lutte contre la corruption. Ils le savent, que je tiens aux intérêts du peuple de Guinée et j'ai une expérience solide qui permettrait de sortir la Guinée de la misère. Et ils savent que je suis attaché aussi à la réconciliation des Guinéens pour mettre un terme à cette haine, à cette violence dont souffrent les Guinéens. Ils sont divisés, Alpha a divisé les Guinéens en ethnies, en tribus, en partis politiques. Lui, c'est la division. Je vais construire la Guinée, un état de droit qui va rassembler tous les Guinéens, qui va les réconcilier autour des valeurs essentielles, garantir l'égalité des citoyens devant la loi, garantir l'égalité des chances dans le pays et faire en sorte que tous les Guinéens soient traités sur le même pied par un État neutre et impartial qui veillera à la sécurité de chaque Guinéen, au respect de sa dignité et à son épanouissement matériel et moral. Alors, si nous vous écoutons, vous avez plutôt un discours rassembleur. Donc, vous réfutez ceux qui vous accusent de vouloir faire de ce combat une lutte ethnique en faveur de la communauté halporar guinéenne. Oui, mais lorsque j'ai eu ces 44%, M. Alpha Condé, qu'il déclarait haut et fort qu'il était le principal leader, qu'il lui fallait simplement une élection transparente pour être président, il fallait me combattre. Et on a utilisé malheureusement ce discours ethnique en me présentant comme quelqu'un, un communautariste qui ne représente qu'une communauté. En fait, je n'étais pas populaire, mais ce n'était pas vrai. On ne peut pas avoir 44% avec une communauté. C'était dans le cadre de cette lutte, parce qu'il n'avait pas du tout de chances de gagner. Pour justifier la fraude qui s'est préparée, on m'a présenté comme ça, et il y a eu beaucoup de fonds, d'énergie qui ont été investis pour présenter celle comme ça, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il y a cette perception parfois qui est restée dans l'esprit de beaucoup de gens, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Moi, tout le monde sait que je suis un républicain attaché à l'unité de la Guinée dans sa diversité, et c'est le citoyen guinéen qui m'intéresse, ce n'est pas son appartenance politique, ce n'est pas son appartenance ethnique. Je veux que tous les Guinéens vivent dans la cohésion, dans la concorde, et que l'État soit là, fort, neutre et impartial pour assurer justement l'égalité des citoyens devant la loi et devant les biens communs, mais aussi l'égalité des chances dans le combat pour l'amélioration des conditions de vie de tous et de toutes. Monsieur Diallo, avant de terminer, nous voulons vous demander une question. Que signifie Amoulanfé? Parce qu'on voit que sur vos posts Facebook et tout ça, vous signez toujours par Amoulanfé. D'accord. Merci, Monsieur Diallo. Nous arrivons à la fin de cette entrevue. C'était vraiment un plaisir pour nous de nous entretenir avec vous. C'est à moi de me remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser
à beaucoup d'Africains, à beaucoup de vivants à l'intérieur du continent et à l'extérieur, parce que je sais que vos sites sont bien suivis. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci beaucoup, chers internautes de Sénéweb. Donc, nous tirons à la fin de cette émission. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous. À bientôt pour d'autres interviews, reportages sur Sénéweb. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.